Bonjour à tous, bienvenue sur BTLV. Comment retrouver la confiance en soi pour vivre ses rêves? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission avec Marielle Laheurte. Bonjour Marielle. Bonjour Sandrine. Bienvenue sur BTLV d'une part, et je suis ravie de vous accueillir dans En Aparté. Je rappelle que vous êtes psycho-énergéticienne, vous êtes également thérapeute par les rêves et formatrice. Il va être question tout au long de cette émission de la confiance en soi, de comment la retrouver pour aller vivre ses rêves. Alors la confiance en soi justement, c'est un atout ou c'est une finalité? Alors on aurait tendance à dire que ce sont les deux évidemment. Moi je vais le voir différemment. Je vais dire que la confiance en soi c'est un état naturel et que c'est un retour à l'état naturel quand on retrouve confiance en soi. Je vais parler de l'alignement rapidement, l'alignement. En prenant un exemple, allez, en mer. Vous êtes en mer, vous avez un bateau, et puis il y a un courant très fort, et il y a des vagues, et un vent très fort. Donc le vent contre-courant, ça crée des vagues énormes. Et le bateau, au milieu de tout ça, il essaye d'avancer, et on va imaginer que ces trois éléments, le vent, le courant et le bateau, c'est soi-même. Et à partir du moment où on est en interaction opposée, ça va créer des énormes tsunamis, des énormes vagues. En réalité, la confiance en soi, je pourrais dire que c'est quand le courant, le vent et le bateau vont dans le même sens. Et en réalité, ça semble être un miracle, mais en fait, c'est l'état naturel. Un arbre, il pousse vers le haut. On va dire que c'est un alignement. Et cet état naturel, on l'a perdu. On l'a perdu dans l'éducation, à l'école, enfin. On l'a perdu à travers ses blessures également. À partir de ses blessures, effectivement. Et ce qui s'est placé au moment de la blessure, malheureusement, c'est qu'on a créé un programme, et ces fameuses croyances limitantes. C'est pour ça que je dis que, en fait, personne ne manque de confiance en soi. C'est une identité erronée. La confiance en soi, en fait, on l'a naturellement. Et on se retrouve devant des situations qui vont être difficiles à vivre et on va placer un programme. Voilà, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Ça, c'est les croyances limitantes. Voilà. Mais tout commence par la pensée des croyances limitantes. Et à partir de là, on construit une personnalité que l'on croit avoir. Donc tout se construit sur ça. Et on se dit, je manque de confiance en moi. Et quand des patients viennent me voir, des personnes viennent me voir, je leur apprends qu'ils ne manquent pas de confiance en eux. Ils ont créé une identité qui a créé aussi les événements, puisqu'on sait qu'on crée notre réalité à partir de nos croyances limitantes. Donc toute la vie se positionne comme ça, et le travail, c'est d'enlever, de retirer ces uniformes, enfin de retirer ces personnalités qui sont erronées, cette identité surtout. C'est quoi la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Alors l'estime de soi, je dirais qu'elle est contenue dans la confiance en soi. Les deux vont de pair. L'estime de soi, c'est, j'en parle dans le livre, en fait, c'est un peu le premier pas. C'est arriver à faire de soi-même son meilleur ami. Alors, je ne vais pas dire s'aimer parce que c'est un terme qui fait vraiment très peur. Quand je dis ça, j'en ai besoin comment on fait. Ça veut dire arriver à comprendre que notre vie, on la construit pour soi-même. Toujours. Et j'explique toujours aux gens, mais est-ce que vous voulez vous offrir une belle vie? Alors on me dit évidemment, ben oui. D'accord. Est-ce que si vous aviez un ennemi, vous aimeriez lui faire des cadeaux à cet ennemi? Jamais de la vie. Donc comment on peut construire et s'offrir une belle vie si on ne s'apprécie pas, si on ne s'estime pas, si on ne se respecte pas? C'est absolument impossible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font faire beaucoup d'efforts pour essayer, je ne sais pas, de maigrir, de rencontrer quelqu'un, et ça n'arrive jamais parce qu'ils ont créé un auto-saboteur intérieur. C'est l'aspect d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas. Et quand on n'est pas aimé, qu'est-ce qu'on fait? On se rebelle. On met des bâtons dans les roues ou on procrastine, on ne fait plus rien. Donc on construit son propre autosaboteur en oubliant que finalement la vie est tournée autour de soi-même en réalité. Et ça, c'est important de s'en rappeler tous les jours. Alors ça, on y reviendra oui. bien sûr durant cette émission. Vous avez écrit un ouvrage, Cap vers la confiance. Il y a 21 escales, 21 jours donc, parce qu'il faut 21 jours pour changer ses premières habitudes. Voilà, au niveau des habitudes. Et puis ensuite, évidemment, on étend ça, c'est toujours plus et toujours plus. Et puis peut-être qu'il va juste inspirer et chacun va trouver sa propre méthode et sa propre façon de s'aligner. Ce sont des astuces, des trucs, des conseils qui marchent. Je suis partie de la sophrologie, de la PNL, de la pleine conscience, enfin tout ce qui est déjà aussi connu, le sourire. Mais bon, le sourire, est-ce que c'est une méthode? C'est redonner conscience que les petits actes vont amener à des grands changements.
La confiance en soi, c'est quelque chose d'acquis ou ça se remet en cause régulièrement? Alors ça se remet en cause parce qu'on est dans un monde qui remet en cause constamment nos actions. Mais une fois qu'on a compris comment la recette et puis comment se rétablir là-dedans, ça dépend des situations. Une situation nouvelle peut recréer un nouveau manque de confiance en soi. Alors moi, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de se dire, c'est quoi la pensée qui m'amène à me sentir mal? Et quand on l'a délogée, on la transforme et on avance. On est bien placé dans le contexte actuel qu'on traverse avec cette crise sanitaire, de voir qu'un contexte extérieur qui pourrait nous donner en tout cas une perte de confiance dans l'avenir, dans la vie, ne nous empêche pas forcément de garder confiance en nous. Et c'est important. Oui, et ça nous oblige à faire de nouveaux choix à plein de niveaux. Ça nous oblige aussi à se rendre compte qu'on est tous dans un même monde, dans un puzzle immense, mais qu'une petite pièce du puzzle est responsable de l'ensemble. Donc ça, c'est, je trouve, important. Et puis que sous-jacent aux actualités qu'on veut bien nous faire croire que tout va mal, il y a un mouvement qui est en train de monter. Et un mouvement, je dirais qu'on commence à y aller, là, c'est la conscience. La conscience des actes, de ce qu'on fait, une réflexion à tous les niveaux, l'éducation, la santé, tout, l'économie. Et pour moi, c'est un peu l'adolescence, là. Bon, ça peut être difficile pendant quelques temps. On commence à grandir. Mais on commence enfin... Il y a une mutation. Voilà, alors tout le monde ne grandira pas au même rythme que les autres, mais la mutation est là et je pense qu'un seul être aligné a un pouvoir énorme sur des centaines, voire des milliers d'autres personnes. Donc chacun est responsable de soi-même et il faut surtout jamais l'oublier que le petit acte à la maison va aussi changer le monde. Et un physicien quantique le disait, il disait, mais un enfant dans son berceau qui jette sa poupée par-dessus le berceau, Niels Bohr, je crois, fait bouger les planètes, fait bouger les étoiles. Bien sûr, comme l'effet papillon. L'effet papillon. Est-ce qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour trouver son cap ou est-ce qu'il faut essayer de trouver son cap pour gagner en confiance en soi? Oui, alors les deux vont ensemble. Je disais que dans le livre que l'action concrète doit être accompagnée en permanence dans ce cheminement. On est incarné, hein, on est là pour faire des choses. Et c'est aussi en agissant qu'on se trouve soi-même. C'est l'expérience de l'incarnation. Donc la confiance en soi, par contre, pour pouvoir justement donc enlever cette identité, il faut aussi se dire que le manque de confiance en soi est un véritable tremplin vers justement notre vraie nature. Donc moi j'en fais un atout du manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faudrait presque que ce soit nécessaire de manquer de confiance en soi pour pouvoir justement dépasser un peu tout ça et se confronter à ces limites. Alors, ça fait partie aussi de ces événements de la vie qui font que quand on vit quelque chose de très difficile, après coup, on a grandi, on a évolué, on est dans un processus de croissance. Donc le manque de confiance en soi peut être un tremplin et je dirais même c'est la preuve que la personne est une aventurière ou un aventurier. Sinon, on n'a pas de peur. Enfin, on peut rester tout seul dans sa vie, dans son petit coin, à faire son travail. Pourquoi ce manque de confiance en soi devient une souffrance? Tout simplement parce qu'on a un appel intérieur pour aller plus loin. Donc, dès le moment où on se dit « Ok, c'est un signal d'alarme qui montre que j'ai plein de potentiel, plein d'envie de faire des choses, et je vais en faire un tremplin pour aller vers l'inconnu », à ce moment-là, c'est devenu un ami en quelque sorte. Mandela disait le courage, c'est pas de n'avoir jamais peur, c'est d'affronter ses peurs. Est-ce que ça rejoint justement cette fameuse confiance en soi qui est issue de peur que justement on dépasse? Oui, et dans courage, un courageux ne peut pas être courageux s'il n'a pas peur. Un aventurier, alors je reprends cette image de l'aventure parce que la vie pour moi est une aventure. Un aventurier, est-ce qu'il va dans un spa 4 étoiles, 5 étoiles où il est servi tous les jours? Ou bien qu'est-ce qu'il va choisir comme chemin? Il va choisir le plus difficile, là où il aura peur, là où il va vouloir dépasser des obstacles. Alors inconsciemment, on se crée des vies comme ça, parce que plus il y a finalement, je ne parle pas d'obstacles, mais de défis, plus on avance, plus on se connaît mieux, plus on développe des potentiels. C'est ça qui est important, c'est de se dire que chaque expérience est vraiment une opportunité de croissance. Alors il y a deux façons de voir. Une expérience peut être aussi un drame ou une opportunité de croissance. Et c'est une histoire de perspective et de vision de la réalité, hein, le verre plein, le demi... Alors je ne dis pas qu'il faut voir le verre demi-plein ou demi-vide, il faut voir l'ensemble. Il est toujours plein le verre, il est
plein. Il est à moitié plein d'eau, il est à moitié plein d'air. Yin-yang, voilà, yin-yang. Il y a des histoires taoïstes comme ça qui disent que je ne sais pas si c'est bon ou mal ce qui m'arrive. Et ça peut être bon dans le mal. Voilà, je donne un exemple, vous avez une situation difficile et finalement vous découvrez que vous avez des amis fabuleux, que vous avez la capacité de vous en sortir. Et le manque de confiance en soi fait partie de l'aventure. Sinon, ce n'est pas une aventure. La peur en fait partie. Ça me fait penser à un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'est un livre de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Est-ce que finalement, réussir, c'est pas aussi apprendre à échouer? Oui. Mais j'enlèverai le mot échec ou succès. Ça veut dire que pour moi, ça n'existe absolument pas. C'est une vue de l'esprit. C'est une expérience. Tout est expérience. Et une expérience parfois qui est ressentie comme un échec devient le tremplin pour l'expérience qui va être ressentie comme une réussite. Alors je donne un exemple, j'ai fait un tour du monde en bateau et on a perdu les 2 mâts dans des tempêtes. D'abord on est reparti, le deuxième recasse. Bon. Ça aurait pu être un drame, on aurait pu vraiment arrêter là parce que c'était vraiment lourd. Et on a découvert une solidarité fabuleuse des gens, on nous a redonné des mâts, c'était des poteaux électriques en Afrique du Sud. On est reparti de plus belle en fait, avec une énergie renouvelée. Et on disait toujours à bord de Sao Mai, c'est mon bateau, donc la jonque Sao Mai, étoile du matin, on répare et on repart. Et je donne toujours l'exemple de ces grands sportifs. Est-ce que le grand sportif va mettre, je ne sais pas, la barre pour sauter à la perche à 10 cm du sol? Il mettra au plus haut possible. Il va souffrir, on souffre. Mais quelque part derrière, il y a un vrai plaisir d'avancement et de croissance. On est tous pareils, moi je ne dis pas qu'il y en a un. Oui, et de découverte de ces potentiels qu'on ne supposait pas. C'est-à-dire que quand quelque chose de malencontreux arrive, de fâcheux arrive, il y a aussi une ouverture qui se crée, on le voit dans pas mal de situations de la vie. Alors justement, vous évoquez ce fameux voyage, cette traversée que vous avez faite en jonque de Saïgon à Saint-Malo il y a quelques années, c'est parti d'un rêve. C'est parti d'un rêve ou d'un défi pour vous? Alors, c'est parti des deux. Tout commence toujours en rêve. Alors moi, je le dis vraiment avec force. Et ma devise, c'est mon seul maître, les rêves. Ça n'empêche que pour aller les réaliser, c'est compliqué. Et j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en moi tout le début de mon enfance, un peu plus tard, pour diverses raisons, une vie familiale particulière. Et je me suis retrouvée donc en face de cette fameux appel. Je lisais tous les livres sur les aventuriers, tout ce que je pouvais. Et en même temps, j'avais ce manque de confiance d'y aller. Donc, cette peur. Oui, de vraie peur. Et puis même peur de l'eau. Enfin, je veux dire, j'avais des mal de mer quand j'étais en mer. Le peu de fois où j'étais allée en mer. Donc, il y a cette confrontation rêve et envie de le réaliser. Un désir profond et en même temps une peur vertigineuse. Exactement. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, c'était plus fort dans l'envie d'y aller que le rêve était plus fort en fait. Et les événements se sont déroulés sans que je les décide. Je n'étais pas consciente finalement. Des opportunités se présentaient à moi. Alors, vous avez fait construire votre bateau à Saïgon et vous avez fait une traversée jusqu'à Saint-Malo. Ça a duré combien de temps? Alors, ça a duré 2 ans. D'accord. Et 2 ans de construction avec beaucoup de problématiques administratives au Vietnam et 2 ans de voyage, sachant qu'on ne savait pas quand on arriverait et où on arriverait. C'est toujours ce qu'on disait à bord parce qu'une jonque n'a pas de pilotage automatique. On est vraiment à bord de la jonque, on tient à bout de bras la barre. Donc c'est un voyage qu'aujourd'hui je peux reconnaître comme métaphorique, initiatique. C'est le voyage de la vie. Et à mon retour d'ailleurs, on aurait pu penser que tout irait bien. Voilà, la vie était tellement fade au retour. Puis j'ai encore eu des tempêtes, mais alors cette fois des tempêtes, je ne dis pas réelles parce qu'elles étaient réelles aussi à bord du bateau. Oui, il y a des tempêtes concrètes, et je me suis rendu compte des 2 liens. Et aussi que l'aventure peut être au bout de la rue et pas obligatoirement au bout du monde. Parce que sinon, on se perd. Et finalement, la vie, c'est dans les petites choses. Et la vraie aventure est là, ici et maintenant. Donc, c'est là où cette grande aventure me positionne dans un état d'émerveillement pour des petites choses. Ne serait-ce qu'à l'époque, de prendre une douche chaude, parce qu'on n'en avait pas de l'eau chaude à bord du bateau. Et aujourd'hui encore, une douche chaude, mais c'est pour moi un peu comme le paradis. Alors on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, de cette belle aventure, de cet ouvrage pragmatique, ce guide d'accompagnement que vous nous proposez pour gagner en confiance en soi.
Vous parlez de la place du rêve dans votre livre et du désir donc initial. Est-ce que c'est compliqué de définir, de clarifier ces désirs profonds? Parce que parfois on ne les ressent pas, on ne les identifie pas. Est-ce qu'il y a une méthode aussi? Comment on arrive à toucher du doigt ce qu'on désire profondément? On sait souvent ce qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment on y arrive? C'est ça. Alors déjà, la clarification, c'est vraiment 60% du rêve réalisé. Hein, en mer, on clarifie les destinations. Si on n'a pas de destination, on part à volo et on arrive n'importe où, et voire nulle part. Donc la clarification, c'est vraiment ce fameux cap dont je parle. Évidemment, on a tous été habitués à avoir peur de ce qu'on ne veut pas, plutôt que d'aller où on veut. Et il faut vraiment avoir cette devise en tête, on va là où on porte notre attention. Donc la plupart des personnes vont dire je ne veux pas les lits. En fait, on sait beaucoup mieux ce qu'on ne veut pas, on sait beaucoup mieux ce qui ne nous plaît pas, on se plaint énormément, en particulier dans certains contextes, mais on ne pense pas à la solution, à ce que je veux. Donc je dis toujours aux personnes, faire la liste de ce que vous ne voulez pas, transformer le je ne veux pas en je veux, et là ça clarifie vraiment. Mais parfois, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'il faut forcément passer par une phase de déconstruction de ce qu'on veut pas, de qui on n'est pas? Parce qu'il y a vouloir des choses, mais il y a aussi ce que la société nous laisse penser qu'on voudrait. En fait, en réalité, c'est aussi notre authenticité qu'on a besoin de trouver pour se connecter à son désir profond. Est-ce que cette phase de déconstruction et de « je ne veux pas, je ne suis pas », elle est nécessaire pour arriver à je suis, je veux devenir et je désire profondément? Chez certaines personnes, oui, pas obligatoirement nécessairement si vraiment l'appel est fort et s'il y a déjà une estime de soi suffisante. Mais quand on n'a pas d'estime de soi, il faut commencer par justement retrouver ce que je disais, la bienveillance envers soi-même, et puis reconnaître ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas, ne pas le mettre dans un placard, se regarder bien en face. Alors ça, c'est un travail qu'on peut faire avec des thérapeutes ou seul au fur et à mesure de certains processus, d'ailleurs pour des livres pratiques qui peuvent beaucoup servir, mais c'est nécessaire pour renouveler. Et quand vous dites que la société peut être un blocage ou les autres, c'est le prétexte qu'on a choisi pour ne pas y aller. C'est la faute de l'autre, c'est pas possible, c'est pas le moment d'y aller. Quand on a construit ça au Maï, tout le monde nous disait vous êtes complètement malade, vous n'y arriverez pas. Même les Vietnamiens qui ont construit la jonque ont dit mais vous allez vous noyer, c'est pas possible. Personne ne naviguait plus en jonque de cette manière-là. En fait, ça n'existe plus. Il y a des moteurs. On n'avait pas de moteur. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à y croire malgré les pressions extérieures et malgré l'avis de certaines personnes qui connaissent quand même la mer? Cet appel de l'aventure et puis finalement de se dire sans ça, qu'est-ce que c'est que la vie? À partir du moment où on a une envie, moi je dis jetez vos rêves. Si vous ne les incarnez pas, vous les jetez, vous les mettez à la poubelle. C'est un cauchemar parce que il y a cet décalage entre « oh, j'aimerais tant » et puis ne pas le faire. Comment on a fait? Par petits pas. Alors ça, c'est aussi dans le livre, c'est le miracle des petits pas. Hein, Lao Tse l'a dit, hein, un grand voyage de 10 000 lieues commence par un premier pas. Et ça veut dire que pour faire une jonque de 17 mètres qu'on a construite quasiment de nos mains, on a commencé par tout simplement chercher un constructeur. Un charpentier. Voilà. Après, c'est la toile de la voile. Après, les petits pas vous permettent toujours de grimper l'Annapurna. C'est un escalier après l'autre. Donc ça, c'est vraiment votre rêve si vous en avez un. Je vous conseille déjà de commencer à aller vous documenter pour voir si d'autres l'ont vécu. Alors c'est la lecture. Ça peut être aussi d'aller voir les prix qui sont en correspondance avec ce que vous désirez. Moi, je parle de voyage, mais ça peut être bien autre chose. Les petits pas vous amènent toujours jusqu'au bout. Et les grands projets n'existent pas. À la fin, oui. Mais au départ, on prépare son sac à dos, c'est tout. Ce sont des paliers. On part. On fait 1 mètre, 2 mètres. Il y avait un grand marathonien qui disait je ne cours jamais 42 km. Je cours 1 kilomètre après l'autre. Et ça, c'est vraiment la clé pour réussir vos objectifs. Est-ce que d'accepter ses peurs en cours de route, pour ne pas renoncer, est-ce que d'accepter sa vulnérabilité, est-ce que c'est pas ça aussi gagner en confiance, ne pas se laisser ensevelir par ce qui nous impressionne? Alors non seulement on gagne en confiance, mais on se rend compte que c'est une vraie force. Être capable déjà de la reconnaître, cette vulnérabilité est une force. Pourquoi on ne les reconnaît pas, les émotions négatives? Parce qu'on en a peur, on a peur d'être bloqué dedans. Une fois qu'on les a reconnues, c'est le premier pas, c'est de s'écouter, de dire mais bien sûr, tu as le droit d'avoir peur. Et à ce moment-là, on est fort parce qu'on a eu cette force de le reconnaître. Et c'est vrai que les personnes qui ont manque de confiance en eux, quand ils arrivent à changer leur état d'esprit par rapport à ça et leur identité, c'est souvent les personnes qui vont le plus loin.
Et on voit souvent des personnalités qui en parlent en disant oui, moi on m'a dit que je pourrais pas chanter ou que et ils avaient perdu la confiance en eux, mais ça les a propulsés vers l'aventure justement pour réussir à tout prix. Est-ce que quand on entend justement des personnes dans l'entourage qui vous disent ne fais pas ci, ne fais pas ça, il y a la bienveillance parce qu'ils ont peur pour vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que de se lancer dans une telle aventure ou de montrer en fait cette force, cette confiance en soi malgré tout, malgré ses peurs, est-ce que ça renvoie pas chacun à ses propres limites et à ses propres rêves qu'il n'ose pas exactement, et c'est pernicieux. Vivre. Ouais. Tout à fait. Donc les personnes, on va les croire, alors qu'en réalité, ils sont le reflet de nous-mêmes. Sinon, ça ne nous toucherait pas, il n'y a pas de résonance. On se dirait, mais bon, tu peux le dire. D'ailleurs, ça peut même pousser à aller plus loin. Oh, tu m'as dit ça, je vais te prouver que tu te trompes. À partir du moment où on fait confiance à ces fameuses personnes et on se laisse influencer, c'est que ces personnes, ce sont des aspects de soi-même. Alors ça, j'en parle dans les rêves souvent. Quand on fait un rêve, tous les personnages du rêve sont des aspects de soi. Et celui qui va vous saboter, c'est un aspect de soi-même. Donc c'est le fameux autosaboteur. Et étrangement, et c'est ça le miracle, quand on est vraiment clair, on sait ce qu'on veut, on y va, eh bien les gens s'alignent à vous. Ils ont confiance. On a fini par faire confiance puisqu'il y a des gens qui sont quand même venus à bord du bateau, ils ne savaient pas naviguer, voilà, on était presque des débutants, personne ne sait comment on construit une jonque et si ça marche bien, enfin si ça ne coule pas en 10 minutes une fois que c'est dans l'eau. Mais le fait d'avoir un alignement a permis à tout le monde d'y croire. Voilà. Et donc ils peuvent croire à des choses un peu folles hein, et d'avoir envie d'ailleurs de suivre le chemin. Souvent, on a peur d'échouer, mais est-ce qu'on n'a pas aussi peur de réussir? Bien sûr. La réussite, ça donne le vertige aussi. Oui, bien sûr, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris non plus à gérer. Et quand on a réussi, il y a un enjeu. Il faut tenir sa réussite en main. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe dans les conséquences d'une réussite? Alors on peut être jalousé, moins aimé, envahi par les autres aussi à l'inverse. On peut aussi se dire, et après? Après, qu'est-ce qui va se passer? J'ai réussi. Est-ce que je peux... Souvent, la plus grande difficulté, c'est le deuxième projet. Chez les entrepreneurs, le premier, on est débutant, la chance du débutant, on fait, on est enthousiaste, on a réussi. Ou le livre. Tiens, voilà, j'ai écrit une dizaine de livres. Le deuxième livre, c'est presque la page blanche. Si je ne faisais pas aussi bien, si je ne vais pas y arriver cette fois, si je me trompe... Donc là, c'est-à-dire qu'on accepte encore moins de poser un genou à terre et de peut-être pas y arriver. Alors exactement. Que finalement, on a déjà fait quelque chose et ça devrait justement être un moteur et ça rajoute une couche de pression. Oui. Mais vis-à-vis de l'extérieur, pas vis-à-vis de soi-même en fait. Parce que finalement, dans ce que vous dites là, ce que vous semblez redouter, c'est le regard des autres, c'est le jugement des autres. C'est pas votre propre échec. Possiblement que ce ne soit pas un succès, pour vous, c'est pas grave. C'est vis-à-vis des autres, on se doit de toujours encore et encore être au niveau réussi. Voilà, parce que le monde extérieur, mais le regard des autres, c'est aussi le regard qu'on a sur soi-même. Hein. Je reviens sur le même sujet. Effectivement, une fois qu'on a... Mais il y a des enfants comme ça qui vont être plus à l'aise dans l'échec que dans la réussite. Parce qu'après, il va falloir tenir le niveau que les parents vont attendre encore plus. Et on le voit même, des personnalités qui ont écrit un super livre, et le deuxième est moins bon, et là, c'est, on est tout de suite déçu. Oui, la critique extérieure est dure. La sanction Ils attendent au tournant, des fois, qu'on tombe parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi aussi. Il y a beaucoup de personnes comme ça. La confiance en soi, c'est une somme de réussite et une somme d'échecs qu'on arrive à assumer? Oui. Et si je reprends, c'est une somme d'expérience. Le vieux loup de mer, il a cassé son bateau 10 fois, il a cassé ses mâts, il a réparé, il sait qu'il s'est trompé, il recommence. C'est un apprentissage. La vie est une expérience ouverte sur des probabilités infinies et toutes les probabilités ont leur valeur, absolument toutes. Est-ce que la plus grande force, c'est pas d'apprendre à se relever, justement ? Oui, et on a tous cette force-là. Et moi, je dis aussi que nos défis, je ne parle pas d'obstacles, hein, la différence entre un obstacle, c'est que ça bloque, un défi, c'est que ça pousse une énergie d'avancement. Et je dis toujours que le défi, c'est notre nature profonde. La vie dans sa zone de confort, ça crée quoi finalement? Souvent des burn-out, des crises de la 40, cinquantaine. On est fait pour évoluer. On est incarné pour voir comment on crée dans la réalité des expériences et c'est la beauté de la vie. Donc la vie est expérience, la vie est aventure et comme disait Mère Teresa, la vie est une aventure, ose-la. Alors on va revenir sur votre livre
cap vers la confiance, 21 escales pour retrouver l'estime de soi. Ça se programme, il y a des étapes à franchir pour gagner justement confiance en soi. C'est quoi la première étape ? Alors, c'est les fameux petits pas. La toute première étape, c'est cette fameuse bienveillance. Mais je la place le matin, parce que le matin, c'est le diapason de la journée à venir. Et le grand danger, c'est le hamster. Alors, je ne sais pas si vous avez un hamster chez vous. On a tous un hamster, mais on a tous un hamster dans la tête. Il a une roue, il tourne dedans comme un fou. Bon, il s'amuse, il a l'air de s'amuser. Bon, le nôtre, parfois, il ne s'amuse pas trop. L'idée, c'est que la première pensée du matin crée la spirale que j'appelle infernale. On commence par... il pleut encore. Et puis après, ah ouais, puis j'ai ça à faire. Ça crée la posture d'esprit. Et ça va enclencher toute la vibration de la journée. Et on plonge au fond de la mer. Là, on est au fond du trou. Donc, ça veut dire que c'est le premier moment du matin qui est très important. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit rituel du matin, alors que ce soit le mien ou la méditation ou autre. Tout est bon, hein. Il n'y a pas une vraie bonne méthode plus qu'une autre. Mais c'est vraiment pour recadrer, c'est-à-dire retrouver le cap. Si on n'a pas de cap, on part comme ça, on va aller à volo et on se laisse influencer par les autres, par leurs avis, par le temps, n'importe. Par les événements de la journée. Les événements. Et si on a un cap, je ne sais pas si vous avez remarqué parfois, quand il y a une foule, vous ne savez pas où vous allez là où on vous laisse de la place. Quand vous savez où vous allez, vous avez le regard droit, la posture, hein, j'en parle aussi d'une posture droite et bien nette. C'est les autres qui se poussent. Ils s'écartent parce qu'ils savent où vous allez. Donc la vie est comme ça. Et pour conditionner cette pensée dès le matin, il y a un exercice pratique, par exemple, à faire, justement, parce que bon, parfois, chacun a ses préoccupations, et c'est vrai que dès le matin, on est parfois en tergiversation déjà, on a les impératifs de la vie, ses enfants à déposer à l'école, la vie vous rattrape aussi par les contingences logistiques, matérielles, organisationnelles. Comment on arrive à spontanément caler sa pensée ? On respire, Voilà. C'est quoi votre conseil ? Alors, j'ai les 7 étapes, donc c'est le petit rituel. Il y a de la respiration. Je bois de l'eau parce que mon corps, quand même, on l'aime. C'est lui qui nous amène, c'est notre cheval. Donc, il faut aussi s'en occuper. Et se rendre compte aussi qu'on existe, on est vivant quand même. Enfin, c'est miraculeux. Finalement, on dort, on se réveille et on se retrouve. Donc, c'est se dire bonjour. Après, il y a sa fameuse respiration. Et je propose une posture de confiance, une posture d'alignement, parce qu'une psychologue américaine a écrit un livre sur cela, Amy Cuddy, qui parle de cette fameuse posture qu'on prend pendant 2 minutes et qui va enclencher des nouvelles pensées, des nouveaux états d'esprit. Alors, des personnes très timides, si elles tiennent 2 minutes une posture, elles gagnent en confiance de 60%. Donc tout ça mélangé, c'est un ancrage. En fait, je crée un ancrage. Parce qu'on a un ancrage négatif le matin, on est dans le lit. On est déjà accablé. Ah oui, on est déjà accablé puisqu'on est toujours dans le même endroit, dans la même posture chaque matin. 95% de nos pensées sont les mêmes d'un jour à l'autre parce qu'on fait les mêmes choses. C'est ça la routine. C'est pour ça qu'il faut 21 jours, 21 escales également, peut-être aussi pour changer les habitudes. Et des petites escales. C'est pas forcément des grands pas, surtout pas. Grandes escales. Parce que quand on n'arrive pas à les atteindre, les grands pas, ça nous met dans un état de stress absolu. Et de frustration. Et d'incapacité. Donc déjà, on se retrouve en échec avant même d'avoir eu la première satisfaction. Voilà, donc j'ai des personnes qui me disent moi, il faudrait que je médite 20 minutes par matin et j'arrive pas à le faire. Et ils sont stressés parce qu'ils n'y arrivent pas, ils rajoutent ça. Non, même 30 secondes, ça suffira. C'est vraiment le petit pas. Donc c'est pour ça que j'ai créé un programme progressif avec ce livre. Est-ce qu'à force de chercher son cap, de le voir trop loin, est-ce qu'on ne se déconnecte pas d'ici et maintenant? Parce qu'on est toujours en train de se dire, il faut être dans le présent, c'est ici et maintenant, et après il faut trouver son cap, alors où est-ce que je vais? Est-ce que tout ça, ce n'est pas des énergies contradictoires finalement, où on s'y perd à force de vouloir être dans le mouvement? Exactement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, au milieu du livre, je fais changer de cap totalement. Je donne un exemple, je reprends mon voyage en jonque. J'avais ce cap, on avait ce cap d'aller voyager pendant 2 ans. Et finalement, la question c'est pourquoi on le fait. Et quand on cherche pourquoi, c'est pour se sentir libre par exemple, c'est pour s'amuser. De réajuster les voiles également. De voilà. pas partir bille en tête et d'atteindre forcément l'objectif fixé. En cours de route, il peut évoluer. C'est laisser cette souplesse. Donc le seul cap qu'on a en fait, c'est soi-même. La destination, c'est moi. Et donc le cap, ça peut être aussi, je ne fais rien aujourd'hui. Parce que le cap, c'est mon bien-être. Et donc quand on dit que notre bien-être est le cap,
tout peut nous y amener, tous les chemins mènent à Rome, hein, tout peut nous y amener, que ce soit un voyage en jonque, boire un bon thé chez soi, aller se balader dans la forêt. Et donc, on n'a plus cette idée de grands défis absolument impossibles à créer. Ça veut dire que tant qu'on a le bon cap, c'est celui-là, mon bien-être, on est dans le moment présent finalement. Est-ce que c'est aussi accepter de ne pas toujours être dans l'action? Parce qu'on parle beaucoup d'action pour atteindre ses rêves, pour franchir des caps, pour faire le premier pas. Est-ce que finalement, accepter de s'arrêter, de respirer, accepter de se dire aujourd'hui, je ne fais rien, c'est pas ça aussi, créer cet espace pour trouver son cap et pour le garder? Sinon. Oui, et bien c'est une question d'équilibre. Alors justement, dans le livre, il y a 7 étapes. Et après, il y a une journée que j'appelle l'escale sur l'île, qui fait qu'on a le temps de digérer. Alors, c'est la vie qui est comme ça. On inspire, on expire. Il y a le jour, il y a la nuit. Enfin, c'est naturel. Nous, on est plus fous que la nature, puisqu'on va pousser, pousser, pousser sans jamais s'arrêter, sous pression. Et c'est là où le problème surgit. Donc ces moments-là, ça peut être le cap de rester sur mon île, de me sentir bien, de me détendre. Et là-dedans, dans ces moments-là, c'est là où il y a la plus grande créativité. Et c'est là vraiment où on se rejoint soi-même. Et l'action, finalement, n'est plus un problème. Il n'y a plus d'effort. Et oui, on n'est plus non plus dans une obligation de résultat tangible. C'est-à-dire que l'action devient la conséquence de notre état. C'est l'envie de faire. On n'est pas dans « il faut »,« je dois ». Alors là, on crée des autosaboteurs parce que le « il faut »,« je dois », c'est comme à l'école. C'est vraiment « suis le courant de la vie ». Je reprends les vagues, les courants. Là. On va dire que les vagues, c'est vos émotions. Le vent contraire par rapport au courant, ça va être vos pensées. Hein. On va vraiment, je veux ça, j'y arrive pas. Voilà. Et puis, il y a le bateau qui est au milieu. Je dirais que à la fois la confiance en soi et cette fameuse escale, c'est quand on est dans le même sens que le courant et le vent, mais ça va très, très vite et on ne fait rien. On place la barre. Hein, en mer, c'est ça. On ne la touche plus, c'est un bonheur absolu. Et ça file. Et c'est ça l'état naturel qu'on devrait retrouver. C'est fluide. C'est fluide. Et la vie devient fluide. Non seulement fluide, sans effort. Et les choses arrivent à nous, on devient un pôle attractif. La loi de l'attraction vient de cet alignement-là. Il faut le trouver. Donc, j'aime le trouver. Quand on l'a trouvé, l'action se met automatiquement en place. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres incarnés et on aime l'action. Enfin, l'action, c'est l'expression de notre état intérieur. Et c'est naturel. En tous les cas, ce qui crée la reliance, c'est aussi la vibration. Vous parlez dans votre livre de l'importance du sourire. Alors, on ne sourit pas beaucoup. Avec les masques, c'est encore plus compliqué. Oui, c'est ça. Le sourire, c'est ce qui nous relie à l'autre. Oui. On devrait tous beaucoup plus sourire. Totalement. Alors, sur des raisons très biologiques, bêtement, ça crée des endorphines, etc. Mais quand on est stressé, là, la mâchoire est bloqué. Donc quand on sourit, déjà ça relâche ça relâche le haut du dos, toutes les pressions, ça remet un lien. Et il se passe aussi au niveau, donc comme la posture, au niveau psychologique, le cerveau fait des ancrages. Sourire égale pas de souci. D'ailleurs, faites un exercice que vous pouvez essayer. Vous avez une contrariété, et puis on est fermé de toute manière devant les contrariétés. Eh bien, vous allez penser à une contrariété et sourire en pensant à la contrariété. Et le cerveau, il va se dire, c'est pas possible, il n'y a pas de contrariété si on sourit. Donc, il va évacuer la contrariété. Il faut sourire peut-être 2, 3, 5 minutes. C'est un outil thérapeutique que j'utilise. C'est une reprogrammation. C'est une reprogrammation à tous les niveaux. Et puis, c'est aussi, comme vous dites, un regard par rapport aux autres. Donc, si on sourit, les autres sourient. C'est la spirale montante. C'est un cercle vertueux. Voilà, c'est le cercle vertueux. Même si ce n'est pas toujours évident de garder le sourire, en tous les cas, s'obliger à reprogrammer, s'obliger peut-être aussi à avoir un peu d'autodérision sur ce qui nous arrive, c'est-à-dire arrêter de penser que tout est si important. Exactement. Parce qu'en fait, on est aussi parfois rattrapé et enseveli par l'importance qu'on donne aux choses, aux événements, à l'action. Et quand on se pose 2 minutes, quand on prend le temps de respirer et peut-être de regarder les choses avec une hauteur différente, avec une distance qui n'est plus la même, ça enlève de l'importance. Et d'un seul coup, tout devient plus léger. Est-ce que ça aussi, ça peut pas être une forme d'action pour retrouver aussi cette... Complètement, on se prend trop au sérieux. Je donne un exemple d'un comédien qui est venu me voir, qui n'arrivait... Il voulait absolument être un comédien professionnel. Il faisait des auditions, ça ne marchait pas. Il faut, je dois. Il en était dépressif. Je lui ai dit, mais joue.
retrouve le goût du jeu et arrête d'essayer d'avoir des auditions et des choses comme ça. Il a joué le jeu, comme je peux le dire, et a réussi ses futures auditions. Et l'enfant intérieur, j'en parle beaucoup dans le livre aussi, c'est vraiment ça, c'est l'enfant qui joue avec tout ce qui se présente à lui et qui rigole, qui se fait des grimaces dans la glace. Donc ça aussi, hein. J'écris aussi, j'ai fait un petit jeu de cartes, 81, la petite boîte pour casser la routine. Et dedans, il y a la grimace. Parce que en fait, c'est une aventure. L'aventure, on rigole. Donc quand on se retrouve devant un problème en voyage, on n'est pas en train de se dire c'est dramatique. Alors sortir du drame, c'est vraiment très important. Et l'enfant intérieur nous y aide énormément. Alors quand on vous écoute, quand on voit cette aventure incroyable que vous avez vécue, cette traversée, on a l'impression que c'est simple, qu'on peut se dire « Ah oui, mais elle avait confiance en elle. Ah mais oui, mais moi j'en suis pas capable. » On a toujours l'impression qu'on regarde la vie et les succès des autres à travers la vitre en pensant que soi-même on n'est pas capable, on pourra jamais le faire. Est-ce que vous vous êtes, vous, senti parfois perdu dans votre vie ? Oui, alors perdu toute la première partie de ma vie, je dirais. Et puis après au retour. Et ça a été un peu la nuit noire de l'âme, je pense, le retour. Oui, bien sûr, j'étais perdue, même après cette aventure, voire même plus, puisqu'il y avait un décalage énorme entre la vie, entre guillemets, réelle et la vie du voyage. Mais en étant perdue, comme en mer, eh bien, on a encore plus envie de trouver. Donc j'ai creusé, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des thérapies personnelles, il y avait les rêves qui m'ont accompagnée tout du long. Et ça m'a permis de creuser toujours plus profondément et d'y trouver des trésors aussi. Et les trésors sont au fond de la mer, il faut y aller quand même. Donc encore une fois, comme le manque de confiance en soi, se sentir perdu, c'est un cadeau si on le regarde comme une opportunité de croissance et pas comme un drame. C'est toujours le même sujet. Comment on veut regarder les choses. C'est-à-dire d'arriver à un état où on se dit, voilà, je suis perdue et je n'ai plus peur d'avoir peur. Voilà. C'est accepter de ne plus avoir son cap et de se trouver soi-même. Mais en fait, j'imagine qu'il y a quand même une période de trouble où quand vous revenez ici, quand vous reprenez votre vie, vous avez un décalage, j'imagine. Comment est-ce qu'on retricote avec la réalité quand on a vécu une telle aventure ? C'est cette fameuse acceptation, justement, de dire, bon, maintenant, il y a quelque chose qui se termine, il faut savoir... Je ne parle pas de deuil, mais je parle de présence au moment présent. Ça veut dire, je suis là maintenant, je reclarifie, on est obligé de reclarifier. Et puis, il y a eu, à cette époque-là, donc j'avais mon fils qui était né, juste après le voyage. Il y a eu une séparation, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie très très difficiles, des décès de proches très très difficiles, des tas de choses. J'avais plus de passeport, de carte d'identité, enfin je n'existais plus. Hein. Et puis cet enfant était là et je crois que c'est ce fameux regard de l'enfant intérieur. Tout devenait extraordinaire. L'ordinaire devenait extraordinaire dans le regard d'un enfant. Ça, c'est fabuleux. Et grâce à lui, je crois, j'ai retrouvé ce plaisir des petites choses de la vie. J'étais quand même bien entourée aussi. Mais petit à petit, je me suis dit, mais oui, l'aventure au bout du monde, bien sûr, mais regarde là, sous tes yeux. Et c'est dans le petit que j'ai retrouvé peu à peu, donc les petits pas, les Ce petits qui est proche flots. de vous aussi. Voilà, les petits trésors de la vie qui ne sont pas des petits trésors. Et puis le chemin se redessine et finalement l'aventure continue plus que jamais. Alors, quand on lit ce livre, bien sûr, c'est très inspirant, on a envie de faire les exercices. Je me pose la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à vouloir faire ces exercices en se disant je vais y arriver, et pour les gens pour qui c'est compliqué la confiance en soi, pour qui l'estime de soi est quand même difficile à atteindre, est-ce que finalement de se mettre dans des exercices et de ne pas forcément obtenir un résultat, est-ce que ça les perd pas davantage? Est-ce que ça leur donne pas une image d'eux-mêmes qui est encore plus mauvaise que celle qu'ils avaient avant? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu pervers aussi, en pensant aider? Effectivement, c'est un danger dans tous ces livres. Mais par rapport à mon expérience personnelle, moi j'aime les livres pratiques. Parce que c'est pratique justement, ça ouvre une porte d'autre chose. Alors ça dépend comment elle est présente, il faut, je dois, non évidemment. C'est pour ça que j'en ai fait un voyage et des petits pas, c'est-à-dire tout petit parce que on sait que ce petit pas, on va le réaliser. Il n'y a pas de résistance quand c'est petit. C'est accessible. Voilà, sourire,
sourire un peu plus que d'habitude. C'est petit et c'est un seul sujet qui fait partie d'une journée. C'est progressif. Voilà, bon ça j'ai voulu le faire justement pour éviter ce travers. Mais les exercices pratiques, je pense que le côté pratique, ça crée de l'expérience. Et en général, on est perdu dans notre mental, on est perdu dans notre vie, on ne trouve plus la porte d'entrée pour y aller. Et tous ces livres-là peuvent permettre de trouver cette fameuse petite porte d'entrée. Après, on est libre de continuer ou pas. Parfois, ça fait des déclics, mais ce qui est important, c'est l'action quand même. Pas juste j'accepte. J'accepte et je fête le fait que j'accepte ça en allant m'offrir une rose. On est vraiment là. Voilà. Et je pense que très souvent, on est trop souvent dans ce côté métaphysique, un peu au-dessus de la planète. Mais en fait, c'est notre extension la plus puissante, c'est notre création. Je dis qu'on est des êtres divins incarnés pour créer, pour expérimenter nos créations. Donc pour ça, il faut agir. Enfin, on est là pour ça. Hein. Vous parlez de petites actions et de commencer par soi-même. Et être sa meilleure amie, son meilleur ami, est-ce que ça commence par justement s'accepter d'une part tel qu'on est, mais se dorloter finalement, on se maltraite en premier lieu, en faisant passer les actions, les priorités des autres, les priorités d'un travail, les priorités de ses enfants, avant son propre besoin, pour justement être bien aligné, être bien en phase avec l'énergie dont on a besoin. Est-ce que ça, c'est un des grands fléaux, justement, de se maltraiter alors qu'on devrait se dorloter? Oui. D'ailleurs, Christiane Singer dit les personnes qui ne s'aiment pas sont des dangers pour les autres, sont dangereuses. Parce que quand on se maltraite, alors on se fait déjà du mal, doublement à l'autre aussi, parce qu'on va lui faire porter la charge de notre bien-être. Notre frustration? De notre frustration. Et on est égoïste quand on ne s'aime pas, puisque tout le monde est responsable de nous et on va fluctuer avec les vagues des autres et puis on leur en veut, voilà. Donc s'aimer, le terme est tellement trop fort, c'est tout simplement vivre bien avec soi-même. Alors pourquoi meilleur ami, je mets ce terme? Parce que quand vous avez un meilleur ami, vous pouvez vous dédoubler, vous imaginez à votre meilleur ami qui serait dans une situation que vous vivez et que vous critiquez, et imaginez que vous lui dites les mêmes choses que ce qui se passe là-dedans. Quand on se dédouble, et c'est ça dans les rêves, on a des rêves par exemple où on est poursuivi par des assassins, mais c'est nous l'assassin avec nous-mêmes, on se torture, on se fait du mal. Et à partir du moment où on se voit à l'extérieur, en projection, je parle comme ça à mon amie, comment elle va être? Est-ce qu'elle aura envie d'agir? Est-ce qu'elle va pas me frapper si je lui dis un truc pareil? Et là on le voit clairement. Donc ensuite, deuxième étape, c'est-à-dire commencer à se dorloter. Alors dorloter, pas le côté narcissique évidemment, c'est pas s'aimer dans le sens où je suis génial, j'ai plein de qualités. C'est reconnaître l'existence d'un être qui est là, que je dois amener à sa réalisation parce que je suis là pour ça, et qu'avec cet être-là qui est moi-même, je ne peux pas y arriver. C'est coude à coude. On ne peut pas se séparer de soi-même. C'est terrible. Vous imaginez la guerre qu'on se fait à soi-même sans pouvoir se séparer. Vous parlez dans votre livre d'auto-sabotage, justement, ça rejoint ce que vous êtes en train d'expliquer. Comment on sait si on s'auto-sabote réellement? Comment on sait que c'est soi-même? Parce qu'on est quand même pris dans nos ressorts psychologiques, on a tous quand même une histoire. Comment on se repère là-dedans? Parce que ça a l'air d'être des mots posés, d'être simple en méthode, mais réellement, comment on voit dans ce brouillard-là? Alors, on le voit tout simplement quand il se passe une difficulté et qu'on s'en veut, et qu'on est mal avec soi-même. La grande différence avec quelqu'un qui vit une difficulté et qui va se dorloter, c'est pas tout à fait cette même sensation de colère contre soi-même. Il faut regarder en soi, hein, on voit bien ce qui se passe. Dire je m'en veux, ces mots-là, je suis nul, etc., qui sont des habitudes, naissent dès qu'il y a une difficulté. Et c'est pour ça que les difficultés sont fabuleuses. C'est arriver à se repérer. Est-ce que je m'aime? Comment je vais la dépasser? Je la dépasse uniquement si je me soutiens. Sinon, je ne la dépasse pas. Donc, à partir du moment où il y a une difficulté, on va en faire un repère, un travail sur soi. Tiens, pose-toi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes mal? Et qu'est-ce que vous vous dites intérieurement quand vous êtes mal? Il y a un pas comme ça à l'intérieur. C'est-à-dire que quand ça va mal, il ne faut jamais essayer d'en sortir. On prend appui, on accepte et on prend appui. Voilà. On regarde ça en face et on dit maintenant,
je vais m'occuper de moi parce que j'en ai besoin. On ne va pas rejeter quelqu'un qui est malade, on ne va pas lui dire t'es malade, voilà, pars. Non, au contraire, on lui dit reste là, je m'occupe de toi quelque temps, quand tu iras mieux, on repartira. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas agir quand on ne va pas bien, parce qu'on agit n'importe comment, on fait n'importe quoi. C'est d'accepter sa vulnérabilité du moment, son émotion pas toujours glorieuse, son ressenti. Mais c'est aussi après d'arriver à le dépasser, justement, en l'accueillant. Voilà, et c'est là où l'alignement, on se reconnecte en fait à sa propre nature. La confiance revient parce qu'on est aidé. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on va mal? On va demander aux autres, mais voilà, aide-moi, protège-moi, rassure-moi. Mais on donne le pouvoir à l'autre de le faire. On peut le faire. Vous parlez du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose de fréquent quand on n'a pas confiance en soi? Oui, ça fait partie du manque de confiance en soi. Il nous accompagne, mais devant, on marche et il est là, devant, toujours. Et c'est lui qui nous dit, tu n'y arriveras pas, tu es nul, les autres font mieux que toi. Donc c'est la seule clé, c'est d'en faire un ami. Parce que s'il est comme ça avec nous et qu'il nous rejette, c'est parce qu'on le rejette. Donc on a du monde dans la tête, on est plusieurs. Donc cet aspect de nous qu'on n'aime pas va venir nous contraindre, nous embêter. Alors ça peut être des injonctions du passé, de l'enfance, mais bon, tout ça. Alors si c'est le cas, il vaut mieux aller se faire aider, je pense, quelqu'un d'extérieur, parce qu'il y a ce recul qu'on n'a pas toujours avec soi-même. Mais prendre conscience que c'est la clé, c'est vraiment d'avancer ensemble dans la même direction et tout s'ouvre. Est-ce que de gagner en confiance en soi, en estime de soi, c'est pas un pont qui se crée avec la confiance en la vie, la foi en soi et en la vie? Oui, alors évidemment, derrière, il y a la vie. La confiance en soi, même à la rigueur, à un moment donné, n'existe plus, on n'en parle plus. On est aligné, on est dans le bon sens. On est, exactement. On s'est trouvé, on est. Donc, si on en parle, c'est parce qu'on le met en phase entre manque de confiance en soi et confiance en soi. Donc, à partir du moment où on est bien aligné, on va dans le bon sens du courant, on est naturellement là où c'est... Un arbre, il pousse encore une fois vers l'eau. Il n'y a que les êtres humains pour arriver à pousser la tête en bas. Mais un arbre, il ne fait pas d'effort pour pousser, il se laisse pousser. Donc à partir du moment où on se laisse pousser, on a confiance en absolument tout, puisque tout vient à nous, tout se place, tout est fluide. On a confiance dans le courant de la mer, on a confiance dans ce vent qui nous porte, et on n'a plus qu'à savourer. Et puis l'action vient naturellement. La plus grande leçon de cette traversée, pour vous, c'était laquelle? La plus grande leçon, c'est de rester émerveillé par tout ce qui arrive. Et puis aussi de savoir que, justement, ce sont des défis qui nous amènent toujours plus loin. Et chaque escale était un nouveau défi à relever. Et que la vie est toujours présente, surtout aussi dans les moments les plus difficiles, les tempêtes. On a pensé vraiment mourir, même me noyer dans d'autres situations. Et dans ces moments-là, on se sent vivant. Donc je crois que ça m'a permis aussi de comprendre qu'on est les créateurs de notre vie. Cette intensité de vie, c'est nous qui la créons parce que c'est vraiment le moyen de dire « Ah là, je suis vivant et je suis un grand créateur ». À la phrase « Je n'ai pas le choix », ça vous inspire quoi? C'est impossible de ne pas avoir le choix. On croit ne pas... Encore une croyance, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix, même celui de ne rien faire et de ne pas répondre je sais pas, aux sollicitations de quelqu'un. Alors, c'est un programme intérieur qui va choisir pour nous, un peu comme dans un ordinateur où on le fait. Mais en réalité, on a toujours le choix. On a le choix de quitter son travail ici et maintenant. Pourquoi on y va? Mais parce que j'ai besoin de cet argent pour voyager, pour ceci. Donc quand on a compris qu'on y va quand même, parce qu'on a fait un équilibre entre ce qui est bon pour soi ou pas, on a toujours un choix, on est toujours le maître de ses choix. C'est un mensonge qu'on se fait à soi-même quand on dit « je n'ai pas le choix », parce qu'il y a quand même des situations dans la vie où on est coincé, on est bloqué par les événements, on est bloqué par une guerre, on est bloqué par, par quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, où il y a aussi des catastrophes naturelles. Et là, effectivement, là on prend un cas extrême, mais oui. Dans ces cas extrêmes, est-ce qu'on a encore le choix de se laisser aller, d'essayer de survivre? On a le choix de l'accepter déjà. Même les personnes, les mourants, quand ils résistent à la mort, ils souffrent beaucoup plus. Ils partent pas, il y a tout ça. Et le jour où ils acceptent, ça y est,
je lâche prise, le fameux lâcher prise, c'est là. Quelque chose se passe. Alors même dans la vie, on le voit, j'aime bien cet exemple parce que c'est une réalité, un monsieur qui était rentré, il avait un gros tuyau, voilà, c'était un enfant, je crois, qui jouait à ça, il était coincé à l'intérieur, il résistait, il essayait de faire tout pour sortir de là, et il s'est dit, je lâche, je vais mourir, j'accepte. Il s'est senti beaucoup plus souple. Il a pu ressortir. On est tout le temps comme ça dans ces résistances. Donc ce qui fait souffrir, ça n'est pas la situation réellement, c'est la résistance à la situation. Et à partir de là, tout peut s'ouvrir presque miraculeusement. On le voit dans nos vies. Il y a eu des moments pendant cette traversée où, vous l'avez dit il y a quelques minutes, vous avez eu l'impression que vous alliez peut-être mourir, noyer. Vous avez éprouvé, vous, ce lâcher-prise à ce moment-là, où vous avez été dans l'action coûte que coûte pour vous en sortir? Alors, il y avait les deux, notamment lors d'un mât qui est tombé. On n'était que 3, enfin, c'était vraiment des vagues géantes au cap de Bonne-Espérance. Et en fait, on a peur avant. Moi, on voyait qu'il allait y avoir une tempête. Les pensées, tac, 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 tac. On échafaude les scénarios. Ah, on a très peur. Plus que dans la réalité, puisque quand on s'est retrouvé dans le problème, on l'a géré. On n'avait plus de pensée puisqu'on est dans l'action concrète, physique de la survie. Et à ce moment-là, le cerveau, on le sait, hein, voilà, il n'y a plus d'intelligence, bien heureusement, comme devant un tigre. Hein, on a l'instinct. Et pendant le temps que ça s'est passé, je ne dirais pas que c'était du plaisir, mais il y avait une espèce de fluidité avec les événements, les éléments. Alors, pour certains, ça a été plus difficile que pour d'autres, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis, après, on a peur, à nouveau, parce que on a échappé. C'est les peurs rétrospectives. Exactement. On prend conscience de ce à quoi on a échappé. Il est là, c'est les pensées, le mental, les croyances, etc. Mais en réalité, c'est comme cette histoire où on dit que les mères, quand elles ont un fils qui est bloqué sous une voiture, elle peut le soulever. Parce que vraiment, dans ces moments-là, on est confronté à ces potentiels intérieurs qu'on n'a jamais utilisés dans la vie quotidienne. La routine nous tue, enfin vraiment. Et c'est pour ça que l'aventure, on la recherche. Certains ils aiment bien aller faire des grands défis à relever pour sentir tout ça. Alors on n'est pas obligé, hein, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre même de défis qu'on crée. On se crée des problèmes. Donc, quand quelqu'un vient me voir et qu'il y a des vrais problèmes, je lui dis, mais vous êtes un grand créateur. Comment vous faites pour créer des problèmes aussi énorme, parce que la nature, normalement, c'est justement le courant de la vie. Il n'y a pas de problème, c'est fluide. Donc si on l'a créé, c'est qu'on a poussé quelque chose contre-courant. Et à ce moment-là, on peut dénouer, et puis la personne se détend, c'est pas un drame, je l'ai construit, donc je peux le déconstruire, et je peux avancer. Est-ce que ça vient aussi toucher au ressort de vie? Parce que j'imagine qu'on n'est pas tous égaux face au ressort de vie. On a des forces qui ne sont pas les mêmes. Et ces fragilités-là, elles peuvent être entendables, acceptables. Est-ce qu'on peut avoir comment dire, une amélioration sur son ressort de vie? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, alors pour certaines personnes, c'est vrai qu'on en parle, mais dans la famille, quand c'est un peu dysfonctionnel, ça l'a été pour moi et j'ai appris ces tempêtes, j'ai appris à les dépasser. C'est devenu quelque chose un peu comme cet instinct de survie. Ça ne m'empêchait pas de manquer de confiance en moi et d'avoir des tas de peurs. Mais j'ai vu par la suite combien j'avais de ressources. Par la suite aussi, il y a des personnes qui vont donc être plus fragiles que d'autres parce que peut-être justement n'ont pas eu ça, ou tout simplement parce que on est plus ou moins dans des croyances qu'on est fragile, et je repars toujours du même sujet. Mais quand même, je dis que quand on arrive au bout de quelque chose, que c'est vraiment difficile, il y a cette opportunité de croissance qui est très très forte, et justement cet instinct de survie qu'on a nous pousse à le trouver. Et que ce soit une dépression, un burn-out, une maladie très grave. Donc on est des êtres bien plus grands qu'on ne pense, bien plus... avec des potentiels vraiment infinis, je le vois tout le temps. Et je mets donc dans le voyage ces moments de perte de conscience, de sens, ces moments de dépression. Ça fait partie du voyage. Il ne faut pas en faire un drame, un problème, voilà, on n'en sort pas, au contraire. Oui, la vie n'est pas que du merveilleux positif. Le merveilleux se trouve aussi dans la difficulté. Exactement, alors c'est difficile de dire ça quand on est vraiment dedans, évidemment, je sais de quoi je parle, mais c'est après qu'on se rend compte du trésor qu'on a trouvé. Après, parfois, il faut quand même se faire aider parce qu'on a toujours ce hamster. Hein, dans les grands traumas, c'est vrai que c'est difficile d'en sortir seul. Et on est quand même sur cette planète dans un grand puzzle. Chaque pièce est là pour aider l'autre.
Donc c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que d'autres le font. Et n'hésitez pas aussi à aller vous faire aider par des personnes qui ont dépassé ça et qui peuvent vous faire retrouver le fil directeur de votre vie. Il y a des cas évidemment beaucoup plus féroces, beaucoup plus sévères. On voit Simone Veil, Boris Cyrulnik qui ont échappé à une époque terrifiante. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire pour le bien de tous après, parce ils sont des porte-parole, c'est une revanche sur la vie, c'est un ressort de vie qui a été tellement... qui a dû être tellement sollicité pour tenir le choc, pour aussi continuer à avancer après. Comment, à un moment donné, ce ressort-là, il vous permet d'agir en fait, où est-ce qu'on puise cette force en fait intérieure pour malgré tout avancer? Oui, on parle de résilience. Ouais. Ça, c'est vraiment chacun avec son expérience personnelle, avec un certain vécu. Mais je crois qu'il y a toujours une main qui se tend à un moment donné, au bon moment. Et que parfois, il faut aller jusqu'au bout de ces expériences-là pour atteindre cette fameuse capacité après d'aller aider les autres, justement, hein, ou de comprendre le sens de la vie. Et puis après, c'est ce fameux rire du Bouddha, on en rit des fois parce que finalement, ce n'est qu'un... On peut le dire à BTLV, un hologramme, c'est un rêve que l'on est en train de vivre, c'est un jeu et toujours cette histoire d'aventure. Et l'aventure doit être osée, oser l'aventure, et ça passe aussi par ces moments-là. Et on le voit avec ces personnes. Ce sont des modèles qui permettent aussi de voir vraiment que tout est possible, tout est dépassable, rien n'est inéluctable. Et finalement, quand on arrive à le comprendre, et un côté, on se sent invincible. Un sage dit le miracle de la vie, c'est de traverser la vie sans en être affecté. Mais pour le savoir, il faut les vivre. Hein. Donc c'est là où, quand on le voit plus comme un échec ou comme des drames, qu'on le voit comme des opportunités de croissance, mais surtout d'exploration de soi-même, ça fait rejaillir bien d'autres choses par la suite. L'écriture de ce livre, ça a été pour vous une nécessité, un impératif de partager tout ça, d'arriver à faire un manuel d'accompagnement, pragmatique aussi, mais avec beaucoup d'émotionnel. Ça vous a accompagné, vous aussi, d'accompagner les autres? Alors voilà, j'ai fait mes propres méthodes, mes propres outils. Ensuite, j'avais les personnes qui venaient me voir et je voyais qu'entre 2 séances en 15 jours, ça pouvait retomber, évidemment. C'est un processus, hein. D'ailleurs on se douche tous les jours, on se lave les dents tous les jours. Il faut faire la même chose au niveau intérieur, la douche intérieure. Donc je me suis dit, je vais faire des petits pas pour que ces personnes, quand je ne suis pas là, puissent aussi continuer à maintenir leur état de flow, puisqu'en général, quand ils repartaient, ils se sentaient bien heureusement mieux qu'avant. Mais on est vite repris par tout ça. Et puis je l'avais mis en place aussi pour des entrepreneurs. J'accompagnais dans une start-up avec deux amis, des entrepreneurs pour atteindre leur objectif. Et puis je me suis dit, mais ça serait bien d'en faire un livre parce que justement, et puis de mettre en place aussi ça autour d'une aventure métaphorique pour bien montrer qu'on s'amuse aussi. Que tout ça, c'est qu'un jeu, c'est un jeu. Et des petits pas comme ça que vous pouvez mettre en place jour après jour. Alors si vous le faites, je vous conseille de le faire vraiment, jouer le jeu. Ça veut dire 1 par jour, pas plus. Un chapitre par jour, un après l'autre. Pas tout lire et puis dire « ouais, je l'ai eu ». Voilà, c'est ça un guide pratique. Alors de cette somme d'expérience, de cette aventure, de l'aventure de votre vie, que dirait la femme que vous êtes devenue aujourd'hui à l'enfant qu'elle était ? Alors je lui dirais, bon, c'était un enfant qui n'était pas obligatoirement à ce moment-là si insouciant que ça. Mais maintenant que j'ai retrouvé l'enfant intérieur, je lui dirais, mais reste avec moi, ne me quitte jamais. Parce que finalement, je pense que c'est l'enfant qui donne, qui est le maître. Cette innocence, cette joie de vivre, ce jeu, le jeu de la vie. Je donne juste un exemple rapide, mais un jour, en bas de chez moi, il pleuvait des trompes d'eau, on était trempés, il faisait froid, il y avait une flaque d'eau. Bon, moi, je voulais rentrer chez moi uniquement rapidement et j'avais pas de parapluie. Une petite fille arrive, elle court dedans, elle revient, elle repart, elle rentre, elle dit « Maman, c'est trop drôle, j'aimerais bien pouvoir boire dans ma chaussure comme dans une tasse. » Bon, elle avait 4 ans, hein, donc Et là, j'ai dit « Mais c'est voilà la perception qu'on peut avoir de en faire un drame ou en faire un jeu. » Et c'est pour ça que je dis que l'enfant, il doit vous accompagner partout. Et quand vous prenez une décision, demandez-lui, est-ce que ça va te plaire? Est-ce que tu vas t'amuser? Est-ce que c'est bon pour toi? Et à ce moment-là, c'est bon pour soi. Voilà. Un grand merci Marielle pour merci à vous. Ce bel échange.
Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Marielle Laheurte dorénavant tous les mois sur BTLV dans son émission Au-delà de vos rêves. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de En Aparté sur BTLV.